KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Je rapporte à cette époque une anecdote dont je n'ai pas trouvé la date précise, et qui fut racontée et l'est encore tout de travers. Dans des revues ou des journaux, on a pu lire que la mère de Moussa à Gamastan, étant tombée très gravement malade, le père de Foucault fut appelé près d'elle et, pour l'encourager dans le passage de la mort, n'aurait trouvé rien de mieux que de réciter quelques sourates du Coran. Il vint, il fit son office de consolateur et il endormit la vieille dame en Allah avec les strophes du Coran appropriées. Lorsque mes yeux passèrent sur ces lignes, il y a des mois et des mois, j'eus aussitôt le sentiment que la vérité devait être différente. Je me dis qu'un prêtre catholique aurait pu en effet suggérer à la mourante de réciter quelques sourates énonçant une vérité certaine, opportune, exhortant par exemple au repentir des péchés, à la confiance en Dieu. C'eût été la simple traduction, dans le langage que cette femme comprenait le mieux, d'un acte de contrition ou de charité chrétienne. Mais que le père de Foucault l'eût fait, je ne le pouvais croire, sachant qu'il redoutait l'extension de l'islamisme et qu'il devait donc le plus possible éviter de prononcer une formule coranique, fût-elle acceptable. Je voulus savoir si j'avais raison et j'écrivis à l'aménocale du Hogar. Je lui demande de se souvenir des paroles mêmes de son ami le père de Foucault. Il comprit admirablement le sens de la question que je lui avais posée. Ce non-civilisé avait de l'esprit. Il me répondit quelques mois plus tard une lettre dont voici la traduction. « Louange à Dieu l'unique, nul ne subsiste que lui. Taman Rasset, 5 Chaban 1338, c'est-à-dire 25 avril 1920. Au très honoré, savant entre les savants français, René Bazin de l'Académie. À toi, 1000 et 1000 saluts, 1000 faveurs divines, de la part du serviteur de la France, l'émir Moussa, fils d'Amastan, aménocale en Hogar. Ta lettre m'est parvenue où tu me demandes de te donner des détails sur le grand ami des Touaregs Hogar. Soit, sache que le marabout Charles m'avait en très grande estime. Dieu le rende bien heureux et le fasse habiter en paradis si c'est sa volonté. Maintenant, voici les détails que tu m'as demandés sur sa vie d'abord. Les gens d'entre les Touaregs Hogar l'aimaient très profondément durant sa vie, et maintenant encore ils aiment sa tombe comme s'il était vivant. Ainsi les femmes, les enfants, les pauvres, quiconque passe près de sa tombe le salue disant que Dieu élève le rang du marabout en paradis, car il nous a fait du bien durant sa vie. Ainsi, tous les gens du Hogar honorent sa tombe comme s'il était vivant, vraiment oui, tout autant. Ensuite, tu me demandes ce qui s'est passé quand il a assisté à la maladie de ma mère, c'est-à-dire de ma tante Tiit, sœur de mon père, lors de la maladie dont elle mourut. Voici. Il lui rendit visite en compagnie du médecin qui lui dit en français s'apercevoir qu'elle allait mourir. Alors le marabout Charles lui dit en tamatchèque « Oxad Massinin », crains Dieu. Puis il la quitta. Elle mourut le lendemain, nous portâmes le corps jusqu'à la tombe et il était avec nous. Tandis que nous prions pour elle, il était debout, la couleur du visage altérée à cause de sa mort. Il ne fit pas la prière pour elle avec nous. Quand nous la plaçâmes dans sa tombe, il se tint debout sur le bord, l'enterra avec nous et nous dit « Dieu augmente votre consolation au sujet de Tiit, qu'il lui donne le paradis en sa tombe. » Un jour d'entre les jours, 1 an avant sa mort, elle était venue le voir en sa cellule et l'avait trouvé priant. Elle se tint immobile derrière lui, attendant qu'il eût fini sa prière, puis elle lui dit « Moi aussi je prie Dieu à l'heure où tu fais ta prière. » Quant à la renommée du marabout, elle est toujours vivante au Hogar et les gens à qui, comme à nous, il fit du bien, c'est-à-dire tous les gens du Hogar, honorent sa tombe comme s'il était vivant. Telles sont les informations que tu m'as demandées, données sans faute.
Je remets pour toi cette lettre au capitaine de Pommier, le commandant en chef de chez nous. Que Dieu te bénisse en ta vie, puisses-tu vivre en bonne santé. Salut. Moussa Ag Amastan. La réponse est claire. J'avais eu raison d'écrire. L'incident aura même servi, plus que je ne l'espérais, la mémoire du père de Foucault. Elle amena en effet le Taleb de Moussa, Ba Hamou, celui-là même qui a travaillé 10 ans avec le père de Foucault, à faire de bien intéressantes déclarations qu'un témoin m'a transmises en même temps que la lettre. Elle amena en effet le Taleb de Moussa, Ba Hamou, celui-là même qui a travaillé 10 ans avec le père de Foucault, à faire de bien intéressantes déclarations qu'un témoin m'a transmises en même temps que la lettre. Les voici. Nous savons parfaitement que le marabout ne pouvait nous dire de prononcer la shahada, la formule de la prière musulmane. Il n'y a aucun doute pour nous à ce sujet. Cela était incompatible avec ses fonctions de prêtre catholique, nous le savons tous. Un fait que personne n'ignore ici le prouve. Le père de Foucault recevait continuellement les pauvres, les vieillards, les malades, les femmes, les enfants et de nombreux Touaregs qui venaient le visiter et lui demander aide ou conseil. Au début de son installation, il arrivait que certains de ses visiteurs, sortant de chez lui aux heures de la prière musulmane, s'arrêtaient près de l'ermitage pour prier. Le père de Foucault les invitait aimablement à s'éloigner de l'ermitage, en leur disant qu'ils devaient comprendre qu'il désirait ne pas les voir prier près de chez lui, comme eux-mêmes ne pouvaient désirer le voir prier près d'une mosquée. Il disait ces choses en termes tellement aimables et bons que très peu de temps après, aucun de nous ne les ignorait et ne se serait permis d'enfreindre ses désirs. Le témoin, particulièrement bien informé, qui me rapportait ses souvenirs du Taleb, ajoutait cette réflexion personnelle. Si l'on veut bien dépouiller de toute question de forme les relations qu'avait le père de Foucault avec les Touaregs, il est absurde et mensonger de dire qu'il n'ait jamais rien fait ou rien dit qui ne visât à l'évangélisation, qu'en fin de compte, il poursuivait. Le voyage en France d'un jeune Touareg était un des 1000 moyens auxquels sa charité songeait pour diminuer la distance entre la tribu musulmane et la France catholique. Frère Charles en attend beaucoup de bien. Déjà, il a obtenu la réponse favorable de sa sœur et d'autres parentes qui acceptent de recevoir chez elle le Touareg. Les missionnaires d'Afrique, avertis du projet, ont promis également de donner à Maison Carrée l'hospitalité aux 2 voyageurs. D'autres lettres partent pour la France, demandent à des amis la même faveur ou des recommandations. Il est touchant de voir le père de Foucault, si dur pour lui-même, s'appliquer à tout ménager et disposer pour que le voyage d'Ouxem soit le plus agréable, le plus familial, le moins fatigant qu'il se pourra. Est-ce que le sort de beaucoup d'âmes ne dépendra pas, du moins un peu, du souvenir que ce jeune Touareg rapportera de notre civilisation ? Un pareil voyage, c'est le moyen de faire tomber tout d'un coup une foule d'erreurs, d'ouvrir les yeux, de se ménager avec une âme choisie, un tête-à-tête de plusieurs mois. Il va sans dire qu'il n'est pas question de faire visiter les musées ni les curiosités, mais de faire partager la douceur et l'atmosphère d'affection de la vie de famille dans les milieux chrétiens et de laisser entrevoir ce qu'est la vie chrétienne, combien la religion imprègne toute la vie. Parmi ces lettres, il en est une que je veux citer presque entièrement. Charles de Foucault y développe avec force des idées ailleurs effleurées. Elle est adressée à son ami, le duc de Fitzjames, et datée du 11 décembre 1912. Il commence par dire « Je ne manquerai pas de t'avertir de mon passage à Marseille, il me sera si doux de te revoir. » Il annonce ensuite que le voyage est remis au mois de mai 1913. Ouxem ne sera guère prête à venir avant cette époque et, en outre, je n'ai pas voulu lui montrer la France par la neige, le froid, la bise, sans verdure et sans feuilles. Il eût même été bien imprudent d'exposer à notre froid et notre humidité d'hiver cette poitrine saharienne. Aussi, je me suis décidé à aller en France seulement cet été.
C'est donc vers la première quinzaine de mai que je débarquerai avec mon jeune compagnon à Marseille. Nous, Français, nous avons en Afrique 2 devoirs essentiels à remplir. La première chose, c'est l'administration et la civilisation de notre empire nord-ouest africain. Algérie, Maroc, Tunisie, Sahara, Soudan forment un immense et magnifique empire d'un seul bloc, ayant cette unité pour la première fois. La seconde chose, c'est l'évangélisation de nos colonies. Or, que faisons-nous pour l'évangélisation de notre empire nord-ouest africain ? On peut dire rien. En Algérie, Tunisie, Sahara, les seuls prêtres s'occupant de l'évangélisation des indigènes sont les Pères blancs. Ils sont, d'après leur bulletin 1910-1911, 56 dans l'Afrique du Nord, 11 au Sahara. C'est une goutte d'eau. Je comprends très bien que les Pères blancs, voyant l'évangélisation des musulmans trop lente et difficile, aient tourné leurs efforts et envoyé la grande majorité de leurs missionnaires dans l'Afrique équatoriale, où ils font merveille et opèrent des conversions aussi rapides que nombreuses et procurent le ciel à une foule d'âmes. Ici, ils eussent sauvé peu d'âmes. Là, ils en sauvent beaucoup. Je comprends qu'ils aillent là. Il n'en est pas moins vrai que l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, où il n'y a que les chapelains des consulats, sont entièrement délaissés. C'est une situation à laquelle il appartient aux chrétiens de France de remédier. C'est une œuvre de longue haleine, demandant du dévouement, de la vertu et de la constance. Il faudrait de bons prêtres en assez grand nombre, non pour prêcher, on les recevrait comme on recevrait dans les villages bretons des Turcs venant prêcher Mahomet, mais pour prendre le contact, se faire aimer, inspirer estime, confiance, amitié, il faudrait ensuite de bons chrétiens laïcs des 2 sexes pour remplir le même rôle, prendre un contact plus étroit encore, entrer là où le prêtre ne peut guère entrer, surtout chez les musulmans, donner l'exemple des vertus chrétiennes, montrer la vie chrétienne, la famille chrétienne, l'esprit chrétien. Il faudrait ensuite de bonnes religieuses soignant les malades et élevant les enfants, très mêlées à la population, éparpillées par 2 ou 3, là où il y a un prêtre et quelques chrétiens. Cela se faisant, les conversions, au bout d'un temps variable, 25 ans, 50 ans, 100 ans, viendront d'elles-mêmes comme mûrissent les fruits à mesure que l'instruction se répandra. Mais si ces malheureux musulmans ne connaissent aucun prêtre, ne voient comme soi-disant chrétiens que des exploiteurs injustes, tyranniques, donnant l'exemple du vice, comment se convertiront-ils ? Comment ne prendront-ils pas en haine notre sainte religion ? Comment ne seront-ils pas de plus en plus nos ennemis ? Après avoir attiré ton attention sur ces 2 points si graves, j'ajouterai un mot. C'est que, soit pour bien administrer et civiliser notre empire d'Afrique, soit pour l'évangéliser, il est d'abord nécessaire de connaître sa population. Or, nous la connaissons extrêmement peu. Cela vient en partie des mœurs musulmanes, mais c'est un obstacle qu'on peut vaincre. Il reste ce fait déplorable que nous ignorons à un degré effrayant la population indigène de notre Afrique. Depuis 32 ans, je n'ai guère quitté l'Afrique du Nord, si ce n'est pendant 10 ans, de 1890 à 1900, tant que j'ai passé en Turquie d'Asie, Arménie et Terre Sainte. Je ne vois personne, ni officier ni missionnaire, ni colon ou autre, connaissant suffisamment les indigènes. Moi-même, je connais passablement mon petit coin de Touareg, mais très superficiellement le reste. Il y a un vice auquel il faudra remédier. Il faudrait aux administrateurs, aux officiers, aux missionnaires, un contact bien plus étroit avec les populations de long séjour dans les mêmes postes, avec avancement sur place pour les administrateurs et officiers, afin qu'ils connaissent, puissent renseigner exactement leurs supérieurs et que ceux-ci connaissent par eux. Le Dier continue, un peu de temps encore, à mentionner les événements qui se produisent autour de l'Ermitage. Il y en a un grand et plusieurs petits. Le grand, c'est l'arrivée du général Bayou au début de 1913 et la réussite parfaite de l'expérience dont il était chargé. Il devait s'assurer que des communications par télégraphie sans fil pourraient être établies entre Tamanrasset et Paris. Les essais furent tentés
Et à la satisfaction du père de Foucault, qui voyait décidément tous les progrès mécaniques s'annoncer, la capitale de l'Aagar put causer sans difficulté avec la tour Eiffel. Un peu plus tard, un vol de cigognes passe au-dessus de l'Ermitage, allant du nord au sud. Le 9 mars, le général Bayou, voulant remercier les habitants du bon accueil qu'il a reçu, envoie aux pauvres une chamelle que Charles de Foucault fait abattre et dont la viande est distribuée par les soins de l'ermite à tous les malheureux sans exception, à toutes les femmes de haratins, d'artisans, de bergers, aux mariés, aux veuves, aux répudiés. Le 18 au matin, fort brouillard humide et vent faible du sud. C'est le signal du printemps. Un homme d'Insala traverse le pays. Il me dit que la cour extérieure de ma maison, là-bas, est ensevelie sous les sables et que le reste de la maison est menacé. Pas de regret, pas le moindre mot de propriétaire, on ira voir. Enfin, avec un long retard, la plus importante des caravanes qui chaque année partent en septembre pour aller chercher du mil rentre à Tamanrasset. Il était temps. La population commençait à souffrir. Parmi les chefs de la caravane était Ouksem, le fiancé, le candidat choisi pour le voyage en France. « Je ne serai que le 25 mai à Paris », écrit frère Charles à un ami. « Priez pour mon petit Ouksem. Il va se marier, une passion qui date de l'enfance. C'est arrangé depuis longtemps. Il a près de 22 ans. Elle, mademoiselle Kaobe Shisheka, en a 18. Ils sont très proches parents et ont été élevés ensemble. Elle est fort intelligente et a beaucoup de volonté. Le mariage d'Ouksem et de Kaobe Shisheka a lieu au commencement d'avril et le 28, le père de Foucault note sur le diaire « Parti pour la France à 6 heures du matin avec Ouksem ». La veille, la maman était venue à l'Ermitage et elle avait dit « Répétez ceci à votre sœur, ayez bien soin de mon enfant, je vous le confie. » Pour éviter les frais d'un guide, on voyage avec la poste qui porte à Insala les dépêches de Fort Motilinski. Les voyageurs sont à Maison Carrée le 8 juin. On ne s'arrêtera que 2 jours dans cette maison et ce pays où frère Charles avait tant d'amis. Il envoie cependant quelques-uns et pousse même jusqu'à Birmandreis où les Sœurs Blanches ont leur établissement principal. Ceux qui connaissent les monastères savent qu'un voyageur, s'il est chrétien, surtout s'il est missionnaire, ne passe guère dans ces maisons sans être invité à raconter ce qu'il advient de Jésus-Christ et de ses serviteurs dans les pays qu'il a visités. Il en fut ainsi pour frère Charles, dans la maison où les vieilles religieuses, revenues des missions des Grands Lacs ou de la Kabylie, forment les novices qui iront joyeuses vivre dans la brousse, catéchiser les Noirs, élever les enfants abandonnés, soigner les malades, consoler des misères de bien des sortes et vivre toutes pures dans des milieux qui ne le sont pas. Frère Charles, prié d'exposer ce qu'il avait fait et ce qu'il voulait faire à Beni Abbès et au Hogar, parla dans une salle blanche que j'ai vue à des auditrices vêtues de blanc, attentives aux moindres mots nobles ou plaisants et qui s'inclinent lorsque le nom du maître choisi est prononcé. Il n'était pas éloquent, mais la vie qu'il racontait était éloquente. En finissant, il eut l'idée de dire « Qui de vous, mes sœurs, voudrait se dévouer pour les Touaregs ?» Silencieusement, toutes se levèrent d'un seul mouvement. Il faut croire que l'heure pourtant n'était pas venue. Frère Charles rentra à Maison Carrée pour retrouver Ouksem. Le 10, il s'embarque sur le Timgad et le pauvre marabout, habitué au régime des passagers de pont, loue cette fois des places de première classe pour faire plaisir à l'infidèle qui vient visiter le pays des chrétiens. Le 13, on fait le pèlerinage de la Sainte-Baume. Le 15, Monseigneur Bonnet, évêque de Viviers, reçoit le père de Foucault, prêtre du diocèse, et Ouksem, 2 exemplaires bien différents de la civilisation, dans sa demeure haut perché sur les remparts de l'ancienne ville, à l'ombre de la cathédrale. Et de ce sommet, lieu de prière et de mistral, le Touareg, pour qui les fleuves ne sont que des noms, et des lits de sable et de pierre parmi des pâturages, aperçoit le Rhône plein, nerveux, resserré, qui vient du nord entre des rives cultivées et toutes vertes, qui s'agite, tournoie, écume et franchit, frémissant de toutes ses eaux, les portes de Provence.
Il est gai et bien portant. Tout le monde lui fait fête, il comprend quelques mots de français, il mange de tout, excepté du poisson et de la viande de porc. De Viviers, on continue le voyage par Lyon, où le père et Huxem deviennent les hôtes du colonel Lapérine. Puis l'on remonte en Bourgogne. Là, on s'arrête quelques heures dans une petite vallée que suit le canal et qu'arrose une rivière bien courante entre deux chaînes de collines boisées. À vol d'oiseau, si l'on franchissait un haut plateau vallonné vers le nord, couvert de bois et de landes, on descendrait dans le pays des côtes célèbres et de la richesse, où les villages s'appellent Vougeot, Nuit, Musigny, Chambertin. Mais l'Ouche traverse plus d'ombre, un pli tranquille et modeste de nos campagnes de pâturage et de labour. On quitte le chemin de fer à Gissay, à 2 kilomètres de là, et touchant le bourg de Barbiret, il y a un manoir ancien à 2 ailes couvert en tuiles où habite Monsieur de Blic. Ce ne fut cette fois qu'une présentation. Huxem, reçu par le beau-frère, la sœur, les neveux et nièces de son protecteur et ami, commença de voir ce qu'était une famille française et chrétienne, une habitation rurale, une journée de la vie terrienne. Il considéra avec étonnement la cour plantée et fleurie devant le château, la terrasse en arrière, la prairie qui descend, et, au-delà d'un ruisseau, remonte à pente raide et rejoint les coteaux, et surtout l'extrême beauté et vigueur des arbres plantés dans le creux du parc. Platanes blancs de Hollande, sycomores, sapins, ormes, tout branchage et feuillage nouveau pour lui. Puis on prit congé, en se promettant qu'il y aurait au retour un séjour à Barbiret d'1 semaine au moins. Les uns après les autres, les parents du père de Foucault se prêtent au dessein que celui-ci avait formé et reçoivent Huxem. C'est d'abord le marquis de Foucault au château de Bridoire dans le Périgord. Le souvenir est encore vivant là-bas de plus d'un trait émouvant qui marqua cette réception. « Je me rappelle, disait naguère l'un des témoins, je me rappelle ce sympathique enfant, son admiration pour le père et la bonté de ce dernier pour lui. Je les vois à 4 pattes tous les deux dans le fumoir taillant sur le parquet avec un couteau à découper le pantalon que le jeune Touareg devait coudre pour occuper ses loisirs. Je le vois aussi chaque soir debout sur les marches de la chapelle, n'osant y pénétrer, par respect, ses grands yeux mouillés de larmes pendant la prière en commun. Après la visite au chef de la famille, on alla en Périgord également chez le comte Louis de Foucault, au château de la Renaudie, puis chez la vicomtesse de Bondy, en villégiature à Saint-Jean-de-Luz. Traversant ensuite Paris, le père revient à Barbiret vers le 20 juillet. L'apprentissage de la vie française se continue pour Huxem dans la gaieté d'une famille nombreuse et unie. Le Touareg apprend à tricoter afin de donner des leçons plus tard aux femmes de sa tribu. Il devient vite adroit, tandis que son guide, le marabout, s'embrouille dans les aiguilles et les poings. Huxem monte à bicyclette sur la route qui va vers Autun, et pour l'aider à bien faire cet exercice, on transforme avec quelques épingles doubles la gandoura touareg en culotte de zouave. « Apprends-lui le français, disait le père à son neveu Édouard, en retour de tes leçons quand tu viendras me voir en Afrique. Il t'apprendra à monter à Méhari, ce en quoi il est passé maître. » Le soir, on cause. Mademoiselle de Blic chante au piano des chansons de Botrel, on joue au furet et à d'autres jeux de tradition. Huxem comprend tout et rit quand il convient. L'épreuve paraît heureuse. Le père, dans cette vie familiale, ne se singularise d'aucune manière. Il est Charles chez sa sœur Marie. Il mange ce qu'on lui sert. Ses longues prières, il les fait la nuit, quand il est assuré qu'Huxem, son enfant, est endormi. L'homme usé par la pénitence, vieilli, toujours rigoureux pour lui-même, n'a qu'une ambition, semble-t-il, ne pas empêcher toute cette jeunesse de jouir pleinement des vacances. Un dimanche, on lui demande « Irez-vous aux vêpres ?» Cela n'est pas nécessaire, mais la population sera surprise de ne pas vous y voir. Alors j'irai. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Charles de Foucault, de René Bazin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Emery
Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.